Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette table ronde intitulée « Comment les nouveaux modèles économiques favorisent une économie régénératrice ?» Pour en parler, nous avons François-Michel Lambert, qui est le fondateur et le président de l'Institut national de l'économie circulaire, et Anna Bercouk, qui est la vice-présidente impact social d'Eloasso, entreprise bordelaise bien connue à vocation nationale, et vice-présidente de la French Tech Bordeaux. Quant à moi, je suis Vincent David, le fondateur de l'agence RUP, l'agence qui accompagne les acteurs du changement depuis 16 ans sur leur communication et leur influence. Sans plus tarder, François Michel, cette économie régénératrice, c'est vrai que c'est un nouveau terme qu'on emploie depuis quelques temps. On a plutôt l'habitude de parler d'économie de fonctionnalité, économie circulaire. Comment tu vois le lien entre les trois et comment cette économie régénératrice est en capacité de se développer sur les territoires et en France ? Merci tout d'abord pour l'invitation et pour le forum. Nous avons besoin d'échanges et les tables rondes précédentes ont montré les enjeux et les dimensions dans lesquelles nous sommes, les perspectives. Nous aurons une belle conclusion aussi. Effectivement, fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire que j'ai présidé jusqu'en septembre dernier. J'ai été également pendant 10 ans le député qui a fait émerger, qui a porté à l'Assemblée nationale tous les éléments structurants autour de l'économie circulaire, en lien évidemment avec les différents gouvernements. Et notamment, je suis très très content de voir que l'Institut national de l'économie circulaire ait proposé en 2013 une définition qui est rentrée dans la norme, dans la loi française, dans la norme, et qui a été présentée tout à l'heure comme venant structurer l'approche économie circulaire au niveau mondial. Donc le chemin, on avance. Les choses se structurent et aujourd'hui on voit le terme d'économie régénératrice qui arrive. Je pense que c'est une résonance par rapport à la perception que nous avons des limites de la planète. Cette perception, elle est tout à la fois due aux deux crises. Il y en a une, c'est quand même une guerre que nous subissons, la crise du Covid, la guerre en Ukraine, qui ont re-questionné nos modèles économiques, nos business models directement. Donc, et en même temps, enfin, apparaît le fait que l'humanité, et la France n'est pas très bonne dans la matière, que l'humanité eh bien, dépense plus que ce qu'elle a en stock. C'est le fameux jour du dépassement. On est sur 1,7 planète nécessaire pour servir l'entièreté de l'humanité, elle-même en croissance démographique, 8 milliards d'habitants il y a une quinzaine de jours, 9 milliards d'ici 2030-35 à peu près, peut-être nous serons à 10 milliards en 2050, c'est très très proche. Hein. Je pense qu'il faut à chaque fois redonner des bornes. Quand on dit 2030-2035, c'est pas tout de suite, bah, vous faites l'inverse, vous dites 2030 c'est dans 7 ans, 2035 c'est dans 12 ans, où j'étais il y a 7 ans, où j'étais il y a 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé en 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé en 12 ans. Je laisse chacun regarder à quelle vitesse les choses avancent et comprendront que nous sommes finalement sur une course contre la montre. L'humanité consomme 100 milliards de matières premières par an. Son équilibre est à 50-60 milliards. La France est très mauvaise puisque c'est 2,2-2,4 planètes nécessaires équivalents français qu'il faudrait mobiliser. Et donc l'économie régénératrice, c'est celle qui pourra tout à la fois ramener dans les limites planétaires, c'est l'économie circulaire, et dans le même temps réancrer, je reviens sur la première partie, une sécurisation, une résilience, c'est le terme qui est employé et qui est très judicieux, des territoires, des filières, une résilience finalement pour protéger les citoyens. Donc nous sommes à l'orée d'un bouleversement, et ça a été dit en conclusion de la précédente table ronde. De nouveau, il faut quitter certains indicateurs, entrer dans d'autres. Et si vous quittez certains indicateurs macroéconomiques, le PIB, pour être très clair,
et que vous rentrez dans d'autres indicateurs, vous devez quitter certains types de modèles économiques et rentrer dans d'autres modèles économiques. Un dernier chiffre, je reviens sur l'effort que nous avons à faire, c'est diviser les Français énormément les matières premières que nous mettons en œuvre. Le recyclage ne suffira pas, donc c'est allonger la durée de vie, c'est partager l'usage, c'est mettre beaucoup moins de produits neufs sur le marché. J'insiste sur ça, beaucoup moins, c'est 2 à 4 fois de moins de produits neufs à mettre sur le marché. Eh bien, si vous êtes dans une société, une entreprise qui ne sait fonctionner que par la vente de produits neufs et qu'on est en train de vous dire que le marché va se réduire de moitié, on voit tout de suite qu'il faut d'autres modèles économiques. Là, on a déjà des entreprises de textile assez connues qui proposent désormais la location de vêtements. Comment toi, tu vois justement, avec le regard de l'Institut, les évolutions? Est-ce que tu penses qu'on on est allé assez vite ou est-ce qu'on est encore en retard? Est-ce qu'il y a des modèles économiques? Alors, je parle du textile, mais est-ce qu'il y a d'autres modèles économiques qui sont pérennes, qui sont rentables? Et est-ce que tu vois des nouveaux acteurs arriver sur le marché? Qui sont prêts à mettre en place une économie de fonctionnalité. Merci Vincent. Il y a Decathlon qui se positionne maintenant aussi sur le réemploi. Oui, j'étais avec eux à Supply Chain Event, je travaille avec eux, on va y revenir sur le sujet. Merci de la question. C'est le passage à l'échelle. C'est très très bien dans les médias, c'est très très bien, je ne suis pas là du tout à critiquer, dans les salons. Il faut qu'il y ait ces présentations, mais quel est le passage à l'échelle ? Quel est le passage à l'échelle? Donc, je vais te laisser reprendre la parole une seconde, le temps que je me sers un verre pour ma gorge qui racle. Alors, du coup, Anna, le temps que François-Michel boive un coup, vous, chez LOSO, vous avez créé un modèle assez innovant. C'est un peu une participation consciente. Quand on achète une place, quand on fait un don sur LOSO, on nous propose d'avoir une participation. Et ça a très, très bien marché. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez eu l'idée et qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné? Bonjour tout le monde. Effectivement, je peux vous parler du modèle économique de LOSO, notamment pour faire un lien, je dirais, avec la problématique qui sont les nouveaux modèles économiques. Il a une particularité spécifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit émerger beaucoup de plateformes qui servent beaucoup à l'économie circulaire, à l'économie régénératrice. Mais il y a une question derrière ça qui est le modèle économique de la plateforme, la valeur du service, le coût du service de la plateforme qui met en relation des utilisateurs, l'offre et la demande. Et l'OSO, juste pour vous présenter rapidement, c'est une plateforme qui permet aux associations de recevoir des paiements en ligne et du coup à tout un chacun de contribuer à des activités associatives ou de participer à des activités associatives. Et en fait, on a fait un choix qui est de ne pas faire porter le coût de la plateforme aux associations, puisque le modèle traditionnel, c'est la commission sur les flux financiers. On a fait le choix de proposer la contribution volontaire à la personne qui effectue le paiement. Donc elle choisit de laisser ou non une contribution volontaire à la plateforme à ce moment-là. C'est un choix qui était très audacieux à l'époque, qui se révèle payant puisqu'aujourd'hui c'est notre seule source de revenus, qu'on est 100 salariés, qu'il y a 220 000 associations qui utilisent la plateforme, qui ont collecté plus de 800 millions d'euros. Bref, ça fonctionne très très bien. Ce qui est intéressant, je pense, dans ce modèle, c'est la question de la valeur apportée, puisqu'on est au plus proche, finalement, de l'utilisateur, et c'est lui qui est décisionnaire de la valeur que le service lui apporte, soit directement, soit apporte à la société de manière plus générale. Et du coup, c'est les personnes qui font ce choix de laisser ou non une contribution volontaire à la plateforme. Donc je pense que quand on parle d'économie régénératrice, la question de la valeur apportée, du coût du service, c'est des questions qu'il faut remettre au centre. C'est-à-dire, quelle est la valeur, qui juge de la valeur. Quand on parle de valorisation, on parle de quoi? Voilà, ça ouvre plein d'autres questions. Ça va mieux? Merci en tout cas pour cette forme de ce nouveau modèle, d'une certaine manière. Est-ce que vous avez été copié? On a, effectivement, on commence à être copié. On commence à avoir des acteurs qui offrent une partie de leurs services ou une partie des services sur ce modèle-là.
pas en tout cas sur la totalité des services. Mais on ne demande que ça, hein. On ne demande qu'à être copié. Et toi, ton regard de la French Tech, est-ce que le numérique te semble être un outil de développement de ces nouveaux modèles économiques tels que l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité? On a l'impression que le numérique est en capacité quand même d'accélérer ce type de modèle. Je pense que le numérique est un outil, donc il est ce qu'on en fait. Il n'a pas d'intention propre. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de passages à l'échelle, justement, qui sont rendus possibles grâce au numérique. Tout est une question d'intention initiale. Mais je pense qu'on a quand même des jolis exemples aujourd'hui en France de plateformes ou en tout cas d'utilisation du numérique, soit pour l'économie circulaire, soit pour directement répondre à la transition énergétique. François Michel, justement, toi, cette vision du numérique, est-ce que tu penses que ça peut contribuer à faire développer l'économie circulaire? Alors, on parlera après des territoires. Effectivement, alors, l'enjeu, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, on va complètement bouleverser les modèles puisqu'il va y avoir beaucoup moins de ventes de produits neufs et je dirais même de produits vendus. Ça sera beaucoup plus de l'usage, tout ça, on en parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire structurellement? Et là, les questions sont rarement posées. Eh bien, on va passer d'une société fondée, c'est une société d'économie de stock. C'est-à-dire que les puissants sont ceux qui détiennent un stock et qui réussissent à le vendre. Ceux qui détiennent du pétrole, des minerais, mais aussi ceux qui font des produits finis, des automobiles, des machines à laver, etc. Et ils sont puissants parce qu'ils vendent leurs machines, soit à laver, leur automobile, soit dans un marché en croissance, soit dans la capacité de renouvellement du marché. Et c'est ce que nous avons connu dans nos sociétés occidentales, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à 95% de parc de machines à laver dans tous les foyers, eh bien, il fallait rentrer dans l'obsolescence, qu'elle soit programmée ou qu'elle soit marketing, en vous proposant une machine qui fait 1000 fois mieux que la précédente, pour que le stock soit toujours vendu. Ça, c'est l'économie linéaire, c'est une économie de stock. Je vais arriver sur le numérique. L'économie circulaire, c'est une économie de flux. C'est-à-dire que, ça a été présenté à la précédente table ronde, il ne faut pas perdre la matière. Il faut qu'elle soit tout le temps en usage et il faut intensifier cet usage. C'est-à-dire si à un moment donné, elle n'est pas bien utilisée, si elle est sous-utilisée à ce moment-là, il faut revenir créer beaucoup plus d'intensité. Par exemple, c'est partager sa machine à laver, c'est partager la voiture, c'est être 4 dans une voiture, c'est bien remplir la machine à laver. Donc en plus de l'allonger en durée de vie, il faut aussi intensifier son usage. Donc ce n'est absolument plus les mêmes modèles. Celui qui avait le stock, mais il ne trouvera plus de vente. C'est celui qui est capable de faire circuler. Et le pilotage des flux physiques et des flux financiers qui sont associés, la performance se fait par les flux numériques. On appelle ça la logistique, la supply chain, c'est-à-dire que le pilotage des flux physiques et des flux financiers prend sa force et sa puissance dans la capacité à piloter des flux financiers de plus en plus complexes. Et nous finissons avec le cabinet Sitwell, je les accompagne, la première étude européenne sur qu'est-ce que c'est qu'une supply chain circulaire. Et évidemment, l'un des éléments forts, c'est que si nous n'avons pas les infrastructures physiques, certes, mais les infrastructures numériques, nous ne saurons pas piloter tous ces flux, nous ne saurons pas renvoyer sans cesse au meilleur usage la matière que nous avons mobilisée. Nous ne rentrerons pas dans cette économie de flux. Et donc, pour rester sur le titre de la table ronde, oui, les nouveaux modèles économiques que nous devons développer, je devrais dire plutôt que favoriser, seront des modèles économiques qui seront une économie régénératrice. Mais le numérique a sa place et également d'autres indicateurs. Alors justement, sur ces nouveaux modèles, on sent qu'il y a déjà des tensions. Parce qu'après, se pose la question du gisement. Si on prend l'exemple des téléphones portables, des ordinateurs ou bien des vêtements, il y a une concurrence entre des acteurs du réemploi, on va dire, dans une économie classique, type back market, recommerce,
qui récupèrent des téléphones et qui les revendent, et une association comme Emmaüs Connect qui, elle, va chercher à acquérir ces matériels, et ensuite les vendre à très bas prix à des personnes qui n'auraient pas les moyens de les acheter. De la même manière, Vinted, les gens peuvent vendre leurs vêtements, donc il y a une économie circulaire, et ensuite ça rentre dans un échange marchand. Mais du coup, des acteurs comme Emmaüs, comme Le Relais, ils perdent du gisement de vêtements. Ils s'apprêtent d'ailleurs à lancer une campagne là-dessus en disant mais donnez-nous nos vêtements, arrêtez de les vendre, parce que du coup ils n'ont plus de vêtements et donc ils ne peuvent plus les vendre, et donc il n'y a plus de revenus pour les personnes en insertion. Donc là, on arrive finalement sur des modèles qui sont a priori vertueux, mais qui deviennent en concurrence, quoi. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, quoi. Quand tu dis votre avis, c'est le mien en notamment, premier, mais Anna aussi. Donc oui, c'est très, très particulier. Oui. La question est la relation à la ressource, et c'est un peu ce que j'ai expliqué. Si l'économie circulaire, c'est sa force. Ça a été très très bien dit dans la table ronde précédente, notamment sur la vision de normalisation. Sa force, c'est d'être centré sur la ressource. Et c'est, je dirais, l'indispensable. Je vais être cynique, mais je vais quand même expliciter philosophiquement. Les limites de la planète sont indépassables. Et l'économie circulaire remet notre modèle de développement dans les limites de la planète. Donc elle fait en sorte que l'on n'explose pas, parce que c'est ça le risque. On peut se retrouver dès la prochaine décennie, c'est-à-dire dans à peine 7 ans, avec des tensions impossibles à surmonter sur certaines matières, et donc derrière avec des guerres. Donc c'est vraiment ce que nous devons avoir en tête. L'économie sociale et solidaire n'est pas une économie fondée sur la question de la ressource. Donc toute la question, c'est est-ce que Emmaüs, son modèle économique, son intégration, ce qu'ils apportent, ce qu'ils font, ne peut s'accrocher qu'à la captation de ressources? Inversement, comment on fait que certains acteurs très puissants ne confisquent pas la ressource? Et donc là, on n'a pas encore parlé, hein, ça fait 15 minutes que nous sommes en conversation. Il y a un acteur incontournable, j'y l'étais il y a encore peu, c'est le politique. Et aujourd'hui, force est de constater que le politique n'est pas en capacité de changer le cadre vraiment. Il ne change pas la fiscalité à la hauteur des enjeux, il ne définit pas des réglementations, des interdits ou des obligations qui guident tout cela. Les incitations, il y en a. Le changement de comportement, on en parle, mais le changement de comportement, si vous avez toujours les mêmes modèles de fiscalité, si vous avez toujours la même réglementation, vous ne changez pas de comportement, ou seulement à la marge, ou seulement ceux qui se sentent extrêmement mobilisés. Donc pour répondre à ça, nous sommes sur une volonté d'économie régénératrice, tout à la fois évidemment de la nature et des femmes et des hommes, mais il ne faut pas laisser le marché arbitrer entre l'un et l'autre. C'est aux politiques de définir comment il accompagne la mission de l'un et comment il fait en sorte que l'autre atteigne ses objectifs. Peut-être juste en complément, je pense qu'on n'est pas encore à l'heure de devoir choisir entre Back Market et Emmaüs. Je pense qu'à côté d'autres modèles bien plus écrasants, pour l'instant, je pense que les deux sont plutôt à saluer. Et je voudrais juste rappeler que le 17e objectif de développement durable de l'ONU, c'est les partenariats au service des objectifs, justement. Donc moi, je crois de manière assez vertueuse à faire converger les objectifs de Emmaüs et de Back Market. J'espère, mais je ne sais pas si ce sera possible parce qu'ils sont pas forcément très d'accord. J'y crois. Ce que dit Anna est extrêmement intéressant et que j'aurais... merci de compléter, Anna. C'est-à-dire qu'on nous pose une question, on demande à des acteurs qui sont finalement l'un et l'autre à répondre à l'enjeu de ces limites planétaires, mais qui sont très modestes face à l'ampleur de l'enjeu. On leur demande de s'arranger entre eux. Et c'est pour ça que je parlais du politique. Si moi j'ai fait des propositions d'amendement, j'ai fait des propositions assez poussées, il y en a même une proposition de loi, par exemple, interdire le plastique à base de pétrole. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le pétrole, on est en croissance de 5% par an en volume, il disparaît de l'emballage, donc on se croit qu'il disparaît, en vérité il est multiplié par 3 ou par 4 dans 1000 autres
usages et notamment les vêtements. Si vous créez de la rareté, c'est-à-dire seul le plastique recyclé et un petit peu de plastique biosourcé pourrait exister, vous verrez qu'il reviendra sur l'essentiel. J'ai fait un autre amendement en disant que l'État, par décret, pourrait définir un nombre de pièces de textile neuves autorisées à la vente, de nombre de pneumatiques neufs autorisés à la vente, pour qu'on rentre dans des pneumatiques rechappés, on sait très bien les faire, et non pas dans des pneumatiques de bas coût chinois qui tiennent 15 000 km et qu'après nous devons payer pour leur destruction, etc., etc. On voit bien que c'est toujours la question de passage à l'échelle, et qu'aujourd'hui on ne peut pas arbitrer entre deux acteurs qui en vérité sont plutôt dans la bonne dynamique sur l'économie régénératrice. Tu as parlé du politique et des amendements. Que penses-tu de la loi AGEC qui est quand même assez innovante par rapport à tout ce qu'il y a eu avant, voire qu'il n'y a pas eu avant? C'est quand même une avancée? Il n'y a pas eu une loi avant, il y a une loi qui s'appelle Transition énergétique pour une croissance verte, avec un chapitre entier sur l'économie circulaire, avec une définition qui est la première définition de l'économie circulaire dans la loi, qui a été rappelée tout à l'heure, qui est reprise pour la normalisation AFNOR, qui elle-même est reprise pour la normalisation mondiale. C'est rare que dans une loi française, il y ait une définition qui finisse par être celle qui structure la normalisation mondiale. Donc moi je remets l'église au centre du village. Ensuite, il y a notamment différents objectifs dans cette loi transition énergétique pour une croissance verte, un amendement que j'ai porté qui indique qu'entre 2010 et 2030, nous devons diviser le ratio de consommation de matières premières par PIB d'habitants de moitié. Donc, qui dit oui, on a une croissance, mais il faut qu'on gaspille beaucoup moins de matière. On n'y est pas. La loi AGEC arrive derrière pour rendre opérationnel. Et ça, c'est intéressant. Mais elle a été, personne n'aurait pu le penser, donc je ne jette la pierre à personne. Elle a été votée et promulguée le 19 février 2020, si j'ai bonne mémoire. Alors, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé le 17 mars 2020. Pour ceux qui l'ont oublié, c'est le confinement. Et donc, elle a été pensée avant le monde d'avant. On est déjà, c'est assez paradoxal, 2 ans, 3 quarts, bientôt 3 ans plus tard, on est 2 fois dans le monde d'après. Je dirais même 3 fois, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, va essayer de sauver l'industrie européenne face à Joe Biden, qui a un plan de dingue pour piquer toutes les ressources, toute l'industrie européenne et la relocaliser. Donc on est dans des guerres économiques. C'est ça que je voudrais attirer comme attention. Donc la loi AGEC, je dirais, il faut déjà la reprendre et la propulser plus en avant, plus structurellement, et notamment sur cet objectif, comment on fait baisser, comment on fait vraiment baisser notre dépendance à des ressources auxquelles nous aurons de plus en plus de difficultés à accéder. La France est 2,2 planètes par an. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on divise par 2,2, ça c'est un absolu, mais au moins déjà descendre à 2, puis à 1,8, puis à 1,5, ça nous protégerait de plus en plus. Et à la fin, ou de façon concomitante, ça crée une économie régénératrice, parce qu'on n'en a pas parlé, ça ancre dans les territoires, parce que c'est que par les territoires que nous arriverons à développer une économie régénératrice circulaire, en se fondant sur les ressources disponibles dans le territoire, qu'elles soient intrinsèques ou qu'elles soient liées à l'activité économique du territoire, et des femmes et des hommes, des us et coutumes de la culture des territoires. Vous imaginez bien, député des Bouches-du-Rhône, on n'a pas les mêmes cultures locales qu'en Alsace, qu'en Bretagne, que dans le nord de la France, qui est beaucoup plus mutualiste par exemple, que dans le sud-ouest, qui a d'autres formes de vie ensemble. Donc ces économies et cette économie régénératrice, elle est éminemment territoriale. Donc baisser le volume de matière vierge et s'appuyer sur les territoires, sur une économie de flux. Alors justement, comment une métropole, un département, une région peut soutenir les acteurs de l'économie régénératrice, circulaire, de fonctionnalité? Est-ce que c'est des aides financières? Est-ce que c'est des aides plus politiques? Comment toi tu vois l'appui des acteurs publics sur un territoire? Il y a notamment à Bordeaux un projet qui s'appelle ICOS, qui est en course, on va dire, depuis plusieurs années.
Ils ont enfin obtenu un foncier de la métropole à Bordeaux. Ils veulent créer la plus grande galerie commerçante en Europe de produits réparés, réutilisés. Mais il leur faut encore plusieurs millions et ils ne les ont pas. Et le projet est a priori hyper vertueux, soutenu par plein d'acteurs, mais au final, il a du mal à voir le jour parce qu'il manque des financements. Donc à un moment donné, qui finance ça? Alors c'est 10 acteurs locaux qui sont des gens notamment comme Henri, ils sont le Relais. fantastiques comme tous ceux que je vois, parce que c'est que des idées, des courages que je n'ai pas. L'idée, je ne l'ai pas, et le courage de se lancer dans une innovation, je ne l'ai jamais démontré, donc est-ce que je l'aurai? Donc je le salue, mais ils ne sont pas à l'échelle. Et je réponds à la question, c'est la décentralisation, la capacité à donner au territoire, aux politiques dans le territoire, beaucoup plus de marge. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'ils puissent faire des réglementations adaptées, des fiscalités adaptées, qu'ils puissent avoir des fléchages sans qu'ils relèvent de règles qui leur disent « Ah ben non, là, vous ne pouvez pas, parce que ça ne rentre pas dans le cadre national ou le cadre européen ». Qu'ils s'appuient évidemment sur des communications propres à leur territoire. Et je vais illustrer rapidement, parce que le temps passe. J'ai proposé, c'était la précédente route du Rhum, donc c'était il y a 4 ans, à la collectivité de Martinique, qui est submergée notamment de pneumatiques en fin de vie jetées un peu partout et qu'il faut collecter, qu'il faut après renvoyer sur le continent, ça coûte une fortune. Ce sont des nids à moustiques. Les moustiques là-bas, c'est extrêmement dangereux pour les maladies qu'ils propagent. J'aurais dit, vous interdisez les pneus non rechappés. Donc vous passez de pneus qui font 20 000 km de moyenne, tout est macro dans mes explications, à des pneus qui feront 40 000. Donc vous divisez de moitié immédiatement le nombre de pneus qui viennent sur votre île, donc de moitié votre problème à la sortie, mais vous roulez toujours autant. Et pourquoi je vais continuer à travailler avec la Corse, on travaille avec la Corse, retravailler avec les collectivités ultramarines, parce que dans le droit français et dans le droit européen, ils disposent de beaucoup plus de marge de manœuvre sur les leviers que je vous ai donnés. Ils ont l'autorisation de réglementation spécifique, ils ont des fiscalités spécifiques qu'ils peuvent mettre en œuvre, ils ont des moyens d'incitation spécifiques et qui peuvent déroger au droit commun parce qu'ils sont des îles, la Corse et les ultramarins, et ils ont des cultures avec parfois en créole, en corse, qui atteignent beaucoup plus leurs concitoyens qu'un message qui est pensé à Paris dans un studio et qui est diffusé par une grande chaîne et qui n'a pas la même retenti. Donc pour répondre à ta question, la décentralisation. Anna, au niveau de la French Tech, comment vous voyez l'appui des acteurs de la sorte? Comme ICOS, il y a aussi un projet à Niort très ambitieux de reprendre une usine désaffectée pour mettre en œuvre tout un écolieu avec de l'économie circulaire, mais pareil, qui a beaucoup de mal à avoir les soutiens des acteurs publics autour. Alors pour la French Tech, comme son nom l'indique, il y a tech dedans. Donc ça va dépendre des projets. Après, il y a quand même une véritable volonté de changer un peu de braquet. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a 2, c'est de faire émerger des rôles modèles. C'est ce qu'on essaye de faire avec la French Tech Bordeaux, avec le NA20, qui est un programme pour mettre... Pardon, NA20 NA20 pour Nouvelle-Aquitaine 20. NA20, qui met en avant 20 entreprises. VINGT le nombre. Le nombre, d'accord. Le nombre 20. Ça porte à confusion ici. Entreprises, non, pas le 20, qui ont décidé, qui sont des entreprises, des jeunes entreprises et qui décident très vite d'allier croissance et impact positif. Donc c'est une question de mise en avant, de mise en lumière et de place médiatique, je dirais. La French Tech, le programme national, a lancé le Green 20. Alors le Green 20, c'est quoi? C'est pour faire émerger les champions de la transition écologique qui utilisent le numérique, puisque c'est toujours la French Tech. C'est la 2e édition cette année. Et surtout, je pense, peut-être le plus significatif, c'est que pour la première fois, le FT 120, qui est en fait le programme qui repère les futures licornes de la French Tech, pour la première fois cette année, intègre des critères qui sont des critères de responsabilité environnementale et sociétale. Donc on dit oui, heureusement, mais ça y est. Et en fait, je pense que la réponse, c'est une question de système de valeurs qu'il faut qu'on change, de braquet et de façon de savoir ce qu'on globalement on valorise. Donc aujourd'hui, pour être dans le French Tech 120, on ne peut plus ne pas considérer ces questions-là.
Bah, écoutez, ça me semble une bonne conclusion. Donc vous avez l'air plutôt positifs tous les deux. Je prends une seconde, parce qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que d'avoir des modèles qui se développent autour de quelque chose de physique, de la matière, de la ressource, etc., et dans les territoires, c'est extrêmement bon aussi pour le PIB bonheur, je ne sais plus comment on dit, le BIB, l'indice de bonheur, l'indice de satisfaction. Et on constate à chaque fois qu'on est sur ces enjeux combien il y a un changement de fierté, de comportement et de vie sociale si on a ce genre de modèle économique qui s'éloigne de celui que nous avons depuis 50 ans. L'économie régénératrice rend heureux, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup à vous deux, merci de votre attention et puis bonne fin de Wiz. Merci.